Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus responsable. Pour ce nouvel épisode, on est allé à la rencontre d'un duo pétillant, Manal et Olivia. De la même façon qu'elles ont voulu comprendre ce qui se trouvait dans leurs assiettes, elles ont cherché à décrypter ce qu'elles se mettaient sur le corps, particulièrement sur la peau. Elles ont donc épluché toutes les listes d'ingrédients de leurs produits cosmétiques et ont tenté de les comprendre. Mais elles ne les ont pas comprises. C'est de cette façon qu'est né les Candides. Les Candides, ce sont des produits de soins 100% traçables, sourcés en France avec des produits de qualité. Bref, on en a assez dit et maintenant on vous emmène à la rencontre de Manal et Olivia, les fondatrices des Candides. Bonjour Manal, bonjour Olivia, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast de React. Bonjour Justine. Bonjour Justine. Nous aussi on est ravis. C'est la première fois qu'on reçoit une marque de produits de soins comme les Candides. On est ravis de vous avoir et j'aurais envie de vous poser une première question qui est comment est venue cette idée de faire des produits de beauté et de soins. Mais j'aimerais que vous m'en dites plus sur pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors, comment nous est venue cette idée ? En fait, c'est venu, on a commencé à réfléchir il y a 1 an et demi, 2 ans, voilà. Enfin, c'est venu progressivement. Manal et moi, en fait, on se connaît depuis très longtemps. On a fait nos études ensemble, donc on ne dira pas le nombre d'années, mais voilà. Et on a toujours beaucoup échangé sur les produits qui nous plaisent, notre façon de consommer. Et on parlait beaucoup des marques. Et en fait, on s'est rendu compte que nos produits de soins, on les comprenait pas vraiment, on était vraiment en plein dans les scandales avec UFC Que Choisir, Yuka, donc on s'inscrivait un peu dans cette mouvance-là, hein, on n'a pas été les seuls. Et progressivement, en fait, on s'est dit on aimerait créer une marque avec ce regard neuf que nous on a. Et en fait, c'est comme ça que nous est venue déjà l'idée de notre nom, donc les Candides. Parce que on se disait non, nous on est un peu candide dans un sens positif, c'est-à-dire qu'on a un peu un regard neuf, on aime bien poser des questions pour comprendre et aller au fond des sujets, des questions très simples, et on s'attend aussi à avoir des réponses simples de la part des marques. Donc on s'est intéressé à ce secteur donc de la cosmétique, des produits de soins avec cette approche candide et en parallèle de ça, Manal et moi en fait on avait déjà un peu changé notre façon de consommer en alimentation, avec vraiment une attention portée sur le circuit court. Donc Manal qui a toujours commandé la ruche, la ruche qui dit oui, je fais la ruche qui dit oui parce que on peut rencontrer les producteurs, on sait comment c'est fait, et je trouve que c'est hyper traçable et ça me rassure. Et voilà, et moi c'était plus c'est venu un petit peu plus tard le circuit court, mais bon, en tout cas regarder les étiquettes, essayer de comprendre la chaîne de fabrication, que ce soit en alimentation, dans les vêtements, ça m'a toujours travaillé. Et du coup on s'est dit en fait dans la beauté, on a très peu de marques qui vont parler du sourcing de l'ingrédient lui-même, de la qualité de l'ingrédient et du côté circuit court. Donc en fait on a envie de créer cette marque-là. On a eu envie de créer des produits de soins avec des ingrédients dont on sait exactement d'où ils viennent et si possible pas de trop loin. C'est pour ça aussi qu'on s'appelle les Candides, c'est parce que dans Candide il y a cette petite maxime à la fin, il faut cultiver son jardin, et ça nous parle beaucoup, c'est-à-dire pourquoi aller chercher loin quand on peut consommer local. Et voilà, et du coup on a créé les Candides, on a lancé fin 2019 avec nos premiers produits. Donc on a commencé par une gamme assez minimaliste avec 2 huiles de soin et 2 savons qui sont des produits finalement assez multi-usages. L'huile de soin, on peut s'en servir pour le corps et pour le visage, et ça peut être un produit en soi assez complet. Et en fait, chacun de nos ingrédients, de nos produits, est traçable jusqu'au producteur de matières premières. Oui, en fait, la notion de traçabilité, pourquoi elle est essentielle chez nous, c'est parce qu'elle nous permet de remplir tous nos critères, en fait. Le premier,
c'est qu'elle nous permet de comprendre quels sont les ingrédients qu'il y a dans nos produits, ce qu'a dit Olivia, on comprenait pas ce qu'il y avait dans nos produits qu'on utilisait tous les jours, alors que quand on mange un plat, on sait qu'on a des haricots verts, on sait exactement ce qu'il y a, et là l'idée c'était vraiment de comprendre ce qu'il y avait dans nos produits. Ça remplissait ce deuxième critère, le circuit court écologique, qui est tout simplement, on a un impact maîtrisé sur d'où viennent nos ingrédients, et ils viennent en direct de chez des producteurs, donc en circuit court. Et le troisième critère, c'est de pouvoir rencontrer ces producteurs, c'est un peu le critère humain qui nous permet de rencontrer les producteurs, de découvrir des histoires, de créer une relation avec eux. Et donc cette notion de traçabilité, pour nous, en fait, elle remplit, elle nous permet de remplir ces trois critères qui sont essentiels chez les candides. D'accord. Et donc j'aimerais bien que vous nous parliez du sourcing. Et il y a d'ailleurs une question, on en a parlé tout à l'heure, mais qui est bio versus pas bio. Que vous nous en dites plus sur cette démarche-là, pourquoi vous avez fait tel ou tel choix? Alors, sur le sourcing je vais prendre la partie sourcing et je te laisse la partie Olivia, bio versus non bio. Sur le sourcing, alors c'est un sujet, c'est le cœur de notre marque. C'est comprendre d'où vient chaque ingrédient. Pour mieux le comprendre, en fait, il faut aller rencontrer le producteur de la matière première. Au début, quand on a commencé à chercher des produits clean, parce qu'on s'est inscrit dans cette tendance de cosmétique clean, c'est-à-dire cette tendance de cosmétique sans parabènes, sans perturbateurs endocriniens, sans sulfate, sans plein de choses. Et donc nous, pour comprendre un peu mieux ce que c'est ces 100, on s'est dit on va comprendre la liste d'ingrédients. On la comprenait pas, on s'est dit on va aller chercher les ingrédients nous-mêmes. Pour aller chercher les ingrédients nous-mêmes, il faut rencontrer les producteurs. Cherchons des producteurs d'ingrédients cosmétiques. Donc c'est vraiment, on a débouclé le fil, si tu veux. Et donc, pour les chercher, il y a eu un peu de bouche à oreille. Il y a eu des longues heures de recherche sur Internet. Il y a eu beaucoup d'appels, énormément d'appels pour trouver notre producteur d'huile de chanvre. Je pense j'ai dû parler au moins à 10 producteurs d'huile de chanvre avant qu'on choisisse celui-là. Il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de discussions, beaucoup de partage, voir si ces producteurs travaillaient comme nous, avaient la même démarche que nous. Et en fait, c'est pas si évident de trouver le producteur qui remplissait nos critères, qui avait la même démarche que nous. Le producteur notre cueilleur de fleurs en Ardèche, de fleurs de calendula en Ardèche, ça a été assez compliqué parce qu'il a un téléphone qui est un vieux Nokia, c'est quoi les 3310 les vieux Nokia 3310. Il est pas dans le bottin, il est nulle part. Donc pour le trouver, on est passé par une coopérative qui elle-même nous a renvoyé vers lui. Il est au fin fond de l'Ardèche, dans un village magnifique. On est allé passer la journée avec lui. On a mangé un sandwich au bord de la rivière. Enfin, c'était une expérience géniale pour nous. Et voilà, donc la recherche le sourcing, c'est un long travail de recherche, tout simplement. Et sur la question du bio, alors on s'est tout de suite posé la question avec Manal, est-ce qu'on veut que notre marque soit labellisée bio? Donc on s'est intéressé au label, donc toujours avec ce regard candide, et en fait on s'est rendu compte que le label bio, déjà en fonction des zones géographiques, il n'avait pas forcément la même signification. Alors nous évidemment on est sur le label bio européen, mais on s'est dit finalement est-ce que la traçabilité c'est pas mieux que le bio? Parce que ça nous permet de nous passer de ce label qui en plus coûte assez cher. Une fois qu'on remplit les critères, il faut payer en fait. Donc on trouvait que c'était une démarche un peu paradoxale. Donc on s'est dit nous on veut tenter de se passer de label et pour ça il faut qu'on s'assure de la traçabilité de nos ingrédients. Donc c'est ce que Manal expliquait. On remonte à la source, on va rencontrer qui est derrière la production et comme ça nous permet donc aussi de sourcer des ingrédients qui ne sont pas nécessairement bio, mais qui vont pouvoir avoir en tout cas dont l'agriculteur va avoir une démarche qui s'explique, qui est très souvent de l'agriculture raisonnée, ou alors il peut être en transition vers du bio. Et ça c'est intéressant parce que ça nous permet de soutenir des formes d'agriculture beaucoup plus locales. Donc à choisir entre un ingrédient bio qui peut venir d'un pays assez lointain ou un ingrédient qui n'est pas bio, avec une agriculture raisonnée qui vient de France, en tout cas près de notre lieu de production, évidemment choisit le local et la proximité et le fait de pouvoir rencontrer le producteur pour qu'il nous explique la démarche. Et c'est par exemple ce qui fait qu'on a choisi notre huile de noisette en France. En France, il y a très très peu de noisettes bio,
parce qu'il y a un parasite qui fait qu'on a besoin d'utiliser un répulsif qui n'est pas référencé en bio, et du coup on travaille avec la noisette raisonnée. Donc c'est comme ça qu'on explique notre démarche, c'est au-delà du bio. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir une cameline bio, du calendula bio, un certain nombre, beaucoup d'huile de prunier bio, beaucoup de nos ingrédients sont bio, mais c'est pas le critère essentiel pour nous. Voilà. C'est plutôt la démarche et le fonctionnement de l'agriculteur et du producteur. Et évidemment, a posteriori, on va s'assurer aussi de l'absence de pesticides dans le produit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de label que le produit doit être crade et avec des résidus de pesticides. En fait, on sait que, comme dit Manal, évidemment, 90% de nos ingrédients, ils vont être labellisés, mais limite, on en parle, mais c'est pas notre critère d'exclusion, mais ceux qui ne sont pas labellisés vont avoir un cahier des charges très strict et on va pouvoir expliquer ce qui sous-tend la démarche. D'accord. On a parlé de traçabilité, de produits locaux, de circuits courts, de France, d'agriculture raisonnée. Oui. Pour vous, ça veut dire quoi être une marque responsable? Eh ben, c'est tout ça. C'est compliqué. C'est une question compliquée. Pour nous, être une marque responsable, c'est une marque qui va considérer que justement qu'elle est responsable, qu'elle a une responsabilité sociétale. On va mettre un produit sur le marché, donc on est une entreprise qui a une responsabilité. On considère que on est autant responsable que le consommateur, et donc on va fournir un produit avec toute l'information nécessaire au consommateur pour qu'il puisse faire son choix de façon éclairée, et on explique en quoi on a fait des choix qui nous semblent les plus justes d'un point de vue social et environnemental. Alors évidemment, on n'est pas parfait sur tous les plans. Nous, notre dada, entre guillemets, c'est la traçabilité des ingrédients et le circuit court. On se revendique pas, par exemple, zéro déchet, parce que nos huiles sont conditionnées dans des flacons en verre, par exemple, donc c'est pas zéro déchet. On propose des savons qui sont des produits solides, conditionnés dans du papier recyclé, mais en tous les cas, c'est pas ce qu'on va mettre en avant en premier. Donc, quand on est une marque responsable, on est une marque qui se pose des questions sur son impact, mais je pense que les marques responsables sont aussi des marques qui doivent forcément choisir un peu un cheval de bataille. C'est très très compliqué d'être une marque qui se positionne tout simplement comme purement écologique, parce que c'est un terrain qui est très touchy en fait. On est rarement parfait sur tous les plans, et surtout en fait les démarches de questionnement sont tellement interminables, et puis tellement elles peuvent amener à tellement de contradictions que voilà, on est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux vraiment choisir un angle et s'y tenir plutôt que de vouloir être parfait sur tous les plans. Alors moi j'ajouterais à ça aussi dans la démarche de responsabilité de la marque Les Candides, on a une façon d'expliquer notre démarche qui à mon sens est responsable. C'est ce que je disais précédemment. On ne va pas parler du cruelty free constamment. On est évidemment une marque cruelty free parce que c'est une obligation légale, mais parce que aussi c'est notre volonté. Et on ne va pas revendiquer ce critère-là alors que c'est une obligation légale. Tu vois ? Et donc pour moi, ça fait partie de la responsabilité des marques de communiquer de façon transparente et franche aux consommateurs. Nous-mêmes, on a créé cette marque pour cette raison. C'était notre démarche, c'est qu'on comprenait pas notamment la communication des grandes marques vis-à-vis des consommateurs et de nous en tant que consommatrices. Du coup, c'était essentiel pour nous d'avoir cette communication totalement transparente, totalement franche. Et la traçabilité, j'ajoute encore mon histoire de traçabilité, ça nous permet d'avoir une transparence totale. Nous, notre miel, tu peux l'acheter chez Patrick, le manger et puis le retrouver dans ton savon. Et c'est hyper transparent et il n'y a pas de... Enfin, on a évidemment nos secrets de fabrique, etc. Mais on est d'une transparence absolue. Et pour moi, ça fait partie de la responsabilité des marques aujourd'hui. En plus, comme tu le dis si bien et comme tu l'as dit juste avant qu'on en discute, c'est que vous, finalement, vous avez commencé par le début et pas par la fin on va faire un packaging qui est green, qui est écolo, qui est recyclable, etc. Vous êtes vraiment penché sur ce côté-là. C'est ok, on a mis le doigt sur la traçabilité, d'où ça vient, pourquoi on fait ça, et donc finalement dans toute cette démarche-là, quel a été le plus compliqué pour vous? Est-ce que ça a été vraiment, vous parliez des fournisseurs,
Est-ce que ça a été de la fabrication? Est-ce que ça a été de la réutilisation? Parce que j'imagine que dans les procédés, vous avez sûrement peut-être des résidus comme des graines, comme des noyaux, etc. Est-ce que ça a été cette réutilisation de matières premières? Alors, moi, je dirais, peut-être tu compléteras, Olivia, on n'en a pas parlé, mais moi, ce qui me paraît avoir été le plus dur, c'est faire des arbitrages. Au début, quand on s'est lancé, on a voulu être parfaite sur tout. Le point de vue écologique, le point de vue clean beauty, le point de vue sociétal et humain avec nos producteurs. On voulait remplir un cahier des charges qui était interminable. Et du coup, ça a été trop compliqué. Du coup, on s'est dit, bon, on va rien lancer, en fait. Le meilleur produit est celui qui n'existe pas. Oui, finalement. c'est ça. C'est ce qu'on s'est dit à un moment. Oui. Du coup, on a reculé d'un pas, on a réfléchi. Et typiquement, on a cette problématique encore aujourd'hui. On aimerait lancer un shampoing solide. On se pose la question du tensioactif à utiliser. On lit plein de choses sur le SCI, qui est le tensioactif le plus utilisé aujourd'hui dans les shampoings solides. Mais qui n'est plus référencé en bio, d'ailleurs. Qui n'est plus référencé en bio. On a fait nos recherches, nos petits travaux de recherche. On trouve que ce tensioactif est finalement limite plus, je mets limite parce que en fonction des débats, des articles qu'on lit, mais limite plus polluant à fabriquer que les tensioactifs des shampoings liquides. Du coup, la question, je mets entre guillemets parce que en fonction des articles, tout le monde ne dit pas ça, mais du coup, on se rend compte que les experts à qui on a parlé, eux nous disent ça. Du coup, on n'est pas certaine de vouloir utiliser ce tensioactif. Donc, on est en train de mener un travail de recherche d'un tensioactif. Donc, le tensioactif, c'est l'agent lavant, c'est ce qui permet de laver le cheveu. D'un tensioactif qui soit qui soit clean en fabrication et qui soit pas juste, comme tu disais, qui soit pas juste disponible pour fabriquer un shampoing solide et ne pas avoir la bouteille en plastique. Parce que si j'utilise un tensioactif qui est vachement plus polluant à l'origine, et le fait de ne pas avoir ma bouteille en plastique à la fin, l'un dans l'autre, je m'y retrouve pas écologiquement. Et donc c'est un peu ça notre complexité. C'est ça, je trouve, le plus difficile, c'est de faire des arbitrages. Des arbitrages écologiques, des arbitrages en clean beauty, des arbitrages sur tous les aspects de la chaîne de valeur. C'est vrai que, ouais, pour compléter, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, on est obligé de faire des compromis. Et comme on n'est pas en mesure, nous, de faire des analyses de cycle de vie hyper poussées, avec des données statistiques, etc. Enfin, ça existe, hein, ça coûte très très cher à faire. On est obligé de prendre des hypothèses et d'utiliser notre bon sens. Donc, comme disait Manal, faire du shampoing solide, donc l'agent lavant, le tensioactif, aujourd'hui, ce qui est disponible sur le marché, il y a rien qui satisfait tous nos critères. Donc, est-ce que pour autant, il faut pas le faire, sachant que c'est quand même une grosse avancée de faire du shampoing solide, parce que ça va être un shampoing qui est sans flacon, donc sans eau, sans contenant en plastique. Voilà, c'est ce genre de questions qu'on se pose, et nous, notre réponse à ça, c'est d'y aller progressivement déjà, d'essayer de faire avec les produits qu'on lance déjà, de nous faire connaître et de faire des produits sur lesquels vraiment on a un maximum de compréhension. Et tant pis si tout prend un petit peu plus de temps, quoi. C'est une démarche aussi qui assume le fait d'être un peu plus slow et un peu moins mercantile, quoi. Il faut qu'on arrive à soutenir ce modèle aussi, mais en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit. Dans votre démarche vers plus de transparence, on voit à travers votre site que vous partez à la rencontre de vos fournisseurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors on va rencontrer tous nos producteurs, pour nous c'est hyper important. On adore les rencontrer parce qu'ils partagent avec nous leur histoire, parce qu'on découvre leur monde, parce qu'on découvre évidemment leur façon de travailler, parce que ça nous permet de créer, je trouve, un lien qui est au-delà du produit, fini, qui est un lien humain, et on prend de leurs nouvelles. Notre apiculteur, pendant le confinement, a vu tous ses débouchés se refermer, se resserrer, et donc on a créé, pour lui, on a juste mis ses produits en vente sur notre site, et on était hyper contente de pouvoir l'aider finalement, juste en lui donnant un peu de temps, et donc ça c'était très chouette. Finalement, vous tissez un lien très humain avec eux.
En plus d'une collaboration professionnelle, il y a un lien humain et vous les soutenez au maximum pour que la croissance aille dans le bon sens aussi pour eux. Ouais. C'est ça. Oui, parce que finalement, en tant que marque, on serait pas du tout obligé d'avoir un contact avec les fabricants d'ingrédients. Ce qui se passe en général, c'est que les marques sont en relation avec les laboratoires et les fabricants, mais ensuite c'est au labo, dans le cas habituel, de sourcer l'ingrédient, d'aller rencontrer les fournisseurs d'ingrédients. Mais nous, en fait, on s'est dit finalement... Ils passent par des grossistes souvent. Ce qui se passe, c'est qu'ils passent souvent par des grossistes. Nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas autant de liens avec nos fournisseurs de matières premières qu'avec nos laboratoires et nos fabricants de produits finis? Parce que finalement, ça rentre en jeu dans la fabrication de notre produit aussi. Et ce qu'on veut, c'est avoir un regard sur toute la chaîne de valeur. Et effectivement, c'est hyper enrichissant en fait. C'est des liens c'est des rencontres qui sont géniales. En plus, on s'est bien marré à les faire parce que on est allé, on a imprimé en grandeur nature notre mascotte, le mouton Robert, comme vous pouvez le voir sur notre site. Et du coup, ça nous a valu des gros fous rires, vraiment des séances de rigolade avec les producteurs. Et ça, c'était vraiment, c'est des très bons souvenirs qu'on a. On a pas mal de producteurs qui sont des reconvertis, qui ont changé de vie, qui étaient dans une ancienne vie avant. Notre apiculteur, typiquement, il était directeur commercial dans une société de voitures ou dans l'industrie, je sais plus. Et il s'est mis à faire de l'apiculture il y a 5-6 ans. Il a voulu retourner sur les terres de son grand-père dans le Perche. Et c'est une histoire de reconversion incroyable parce qu'il gagnait très bien sa vie avant, il a tout plaqué et pour faire vraiment poursuivre sa passion. Et maintenant, quand il est servi dans un super resto ou qu'il arrive dans une super épicerie et qu'on a fait goûter son miel à nos clients qui ont acheté des produits des Candides et qui ont acheté son miel et que tout le monde nous dit il est excellent son miel, c'est la meilleure des récompenses. Donc toi, Olivia, tu parles de la chaîne de valeur. On a parlé beaucoup du sourcing et j'aimerais que vous nous parliez de la fabrication et de la confection. Je sais que toi, Manal, tu nous as confié qu'un ESAT vous aidait pour le packaging. Comment vous fonctionnez et comment ça marche chez les Candides? Alors, pour la fabrication, donc, on a des laboratoires partenaires avec qui on travaille. Ils sont tous en France. On a un de nos premiers partenaires, c'est une savonnerie qui est donc en Normandie, dans le Perche, et avec lesquels on confectionne nos savons. Eux, ils travaillent vraiment à la main. Ils fabriquent le savon de façon artisanale, donc ils font de la saponification à froid, c'est-à-dire que le processus se fait sans chauffer les huiles qui vont servir à faire le savon, ce qui permet de maintenir toutes les propriétés des huiles végétales qu'on va employer pour fabriquer le savon. Donc c'est un procédé qui est vraiment doux et respectueux et donc qui fait un produit de qualité qui nous a beaucoup plu. Et ensuite donc pour les huiles, on travaille avec un laboratoire qui est en région parisienne. Et enfin là pour les prochains produits qu'on va développer, on travaille aussi avec un laboratoire qui est dans le sud-ouest. Et donc c'est pareil, en fait on est allé rencontrer tous nos partenaires en fait. On aurait pu travailler à distance et ne jamais se voir. Non, on trouve que c'est important de créer vraiment un lien de partenariat fort. Le rôle du labo est essentiel chez nous parce qu'on n'a pas de formation ni l'une ni l'autre en cosmétique. Et donc au labo, il y a des personnes qui sont formées, qui ont des formations de formulateurs, qui ont des formations d'experts en cosmétique. Et donc c'est essentiel pour nous d'être bien entourés avec des bons labos qui nous suivent. Parce qu'on n'a pas la prétention de fabriquer nous-mêmes les produits, ni d'être en concevoir, capacité. Voilà. Oui, c'est sûr. Donc c'est essentiel pour nous, ce rôle du labo, de partager les mêmes valeurs. Notre labo en Aquitaine, typiquement, on partage beaucoup de valeurs communes et ils nous suivent sur la fabrication d'un produit qu'on espère lancer avant Noël. Et on est ravis de recevoir leurs conseils, en fait, à chaque fois. Et donc tu parles de produits, je ne sais pas si vous pouvez dévoiler un peu en exclusivité vos prochains produits, en tout cas les prochains développements d'ici la fin d'année. Alors on a l'homme. On a l'homme qui sort et qui va sortir bientôt. Non, c'est pas le mouton, c'est l'homme qui sort.
On va avoir aussi, alors ça aussi c'est teasing, mais en fait on s'est dit, bon, on parle de la qualité de l'ingrédient, on a sorti des produits qui nécessitent plusieurs ingrédients, mais est-ce qu'on pourrait pas pousser donc la démarche un peu plus loin en se disant on va proposer juste des ingrédients qui peuvent être des soins à eux tout seuls, quoi. Donc voilà. La qualité de l'ingrédient, voilà. Brut. Dans quelques semaines. Alors après ce tour de France de fournisseurs et de laboratoires, il y a une question qu'on adore poser avec Grégoire qui est: est-ce que vous avez des marques coup de cœur que vous aimeriez entendre dans le podcast de React? Alors il y a une marque qu'on adore avec Olivia, c'est Zest. C'est un jeune homme qui s'appelle Pierre qui a lancé son crowdfunding en même temps que nous, qui a lancé des gourdes en acier inoxydable. Elles sont garanties à vie et elles sont colorées, elles ont plein de couleurs hyper fun. Et donc Pierre a fait une démarche un peu similaire à la nôtre avec une production locale, ce qui est compliqué dans cette industrie. Il a vraiment mené la démarche jusqu'au bout. Dans le monde des gaufres, je pense que c'est la best to come. Elle n'est pas encore arrivée, elle arrive bientôt. Elle est arrivée seulement, je crois, quand elle est en coloris brut, mais pas dans les autres déclinaisons coloris. Moi, j'attends la mienne, qui ne va pas tarder à arriver. Si tu nous entends. Voilà. Pas Olivia? Non. J'en doute pas. Est-ce que vous en avez une deuxième? Et alors, dans les marques, en fait, qui se sont lancées en même temps que nous, et c'est pour ça, en fait, on a aussi noué des liens avec des marques amies. On aime beaucoup Danica. C'est une marque de produits ménagers, qui va bientôt mettre ses produits sur le marché. Et en fait, on a beaucoup échangé avec eux, notamment sur la recherche d'ingrédients. Et en fait, dans les produits ménagers, mais c'est un casse-tête pas possible. Et en fait, surtout, la réglementation est pas la même pour le consommateur. Donc, les marques de produits ménagers ne sont pas obligées d'inscrire la liste de leurs ingrédients. Donc, en fait, c'est d'autant plus louable pour des fabricantes de lessive et de produits ménagers de vraiment se poser des questions sur ce qu'il y a dans les ingrédients, parce que c'est pas obligé de l'afficher, quoi. Et donc, on sait que Danica, en fait, ça a été le fruit d'une recherche assez longue, évidemment fait en France avec des ingrédients super clean et très respectueux de la nature. Et donc on leur souhaite le meilleur, et on trouve que c'est une très très belle démarche en fait qu'ils ont eue. En tout cas, merci beaucoup les filles, merci beaucoup Manal, merci Justine. Merci Justine. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec les Candides. On vous invite à aller sur le site reactnow.fr pour découvrir de nouvelles initiatives fraîches et pleines de sens, ainsi que sur le site des Candides où vous pourrez y découvrir la nouvelle gamme de produits. On vous dit à très vite!